Dans cette vidéo, je vous présente l'industrie de la construction, notre école et tout ce qui concerne les demandes d'admission. Mon nom est Amélie Gilbert, je suis conseillère d'orientation et il me fait plaisir de vous accompagner dans cette toute première vidéo d'une série de 4 sur notre école et les formations. Dans celle-ci, on va vraiment s'attarder à notre école, l'industrie de la construction. Et si vous voulez en savoir davantage sur les programmes d'études qui sont offerts dans notre centre, je vous invite à consulter la vidéo 2, 3 et 4. C'est vraiment là que je vais m'attarder à tous nos programmes plus en profondeur. Commençons par notre nom. Vous avez entendu parler de nous sous le nom de l'EMOAC, mais le véritable nom de notre école, c'est l'École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec. Comme c'est long, l'acronyme est beaucoup plus populaire et connu auprès de nos élèves. L'EMOAC, c'est gros. Alors, on a 4 pavillons pour desservir l'ensemble de nos programmes. Il y a le pavillon principal qui est situé au 1060 rue Borne, où la majorité de nos programmes va s'y trouver. Ensuite, vous avez à moins d'1 kilomètre d'ici le pavillon Semple, où se donne uniquement de la charpenterie-menuiserie. Et un petit peu plus loin, notre tout nouveau pavillon, le pavillon Morse, c'est un pavillon où on va donner 2 cours uniques, c'est-à-dire le carrelage et la pose de revêtement souple, de même que certains cours de charpenterie-menuiserie. Et enfin, le dernier pavillon est le pavillon Saint-Fidèle. Il est situé tout près du Cégep Limoilou, au 702 12e rue, et c'est là que va se donner la formation en pose de système intérieur. À l'EMOAC, on reçoit environ 900 élèves par année, plus ou moins, et à ça va s'ajouter également des travailleurs qui vont venir en perfectionnement à différents moments de l'année, mais également de jour, de soir ou de fin de semaine. Nous sommes un centre de formation professionnelle public, ce qui veut dire que nos programmes sont subventionnés par le ministère de l'Éducation. Alors, en tant que futur élève, les coûts de formation que vous allez devoir défrayer vont varier entre 50 $ à 500-600 $ pour les programmes les plus longs. Alors, ça va dépendre du choix que vous allez faire. Et à ça, les autres frais que vous allez devoir défrayer vont être peut-être l'achat de bottes à cap d'acier, de crayons, de calculatrices. Donc, ça va résumer l'ensemble des coûts. Vous n'avez pas besoin d'outils pour venir en formation. On va vous en prêter. On a un magasin où vous allez pouvoir emprunter toutes sortes d'outils. Puis on va également vous remettre un coffre d'outils pour la durée de votre formation que vous nous remettrez à la fin de celle-ci. À l'EMOAC, on donne des formations de courte durée. On parle de 6 mois à 1 an et demi maximum. Alors, c'est sûr que quand vous allez venir chez nous, on s'attend à ce que vous ayez une certaine maturité, puis que vous soyez prêt à entrer sur le marché du travail dans cette courte période du temps. Les qualités qu'on va demander, c'est certain, pour l'ensemble des programmes, c'est la présence et l'assiduité. En formation professionnelle, c'est pas comme au secondaire ou au cégep. Nous, on apprend en le faisant. On apprend dans les ateliers. Vous allez vous promener dans l'école avec vos bottes à cap, votre casque, vos lunettes de sécurité. Alors, c'est sûr que si vous vous absentez, ça va être difficile de reprendre les périodes d'absence puisque ça va vite, les apprentissages ici en formation professionnelle, et qu'on se concentre sur un module à la fois. Alors, on rentre dans une nouvelle compétence et on reste à l'intérieur de cette compétence pour toute la durée de celle-ci. Ça peut varier entre 15 heures à 120 heures. C'est sûr que si vous manquez des périodes parce que vous êtes en retard ou parce que vous vous absentez, ça va être difficile de suivre la progression puis de réussir ce module-là. Alors, chez nous, c'est très important. Et c'est la même chose sur les chantiers. Un travailleur qui s'absente, un travailleur qui est en retard, c'est sûr que dans l'industrie, ça va fonctionner difficilement puisqu'il y a des coûts associés à l'exécution du travail. Il y a des tâches qui doivent se faire en équipe. On compte sur vous. Alors nous, dès le début de la formation, c'est sûr qu'on va axer sur votre présence, sur votre assiduité. C'est très important. C'est des valeurs qui sont importantes pour l'industrie de la construction. Nos formations, je vous l'ai dit, sont très pratiques. De manière générale, à l'école, les cours, c'est 80% en atelier, 20% en classe théorique.
Il y a certains programmes, par contre, qui ont un ratio plus élevé. On parle de 40 en théorie versus 60 en pratique. Et là, je pense à électricité et système de sécurité. C'est vraiment deux programmes où là, on doit vraiment réfléchir, résoudre des problèmes, faire des calculs, utiliser la science pour bien comprendre l'électricité. Alors, ces deux programmes-là, on a davantage là, de théorie que les autres. Notre école est dédiée uniquement à l'industrie de la construction, alors on donne des formations courtes de niveau DEP, donc diplôme d'études professionnelles. L'industrie de la construction, c'est une industrie qui est unique en Amérique du Nord. Au Québec, on est les seuls qui ont une loi qui va chapeauter cette industrie et qui n'est pas soumise au Code du travail comme les autres secteurs. La loi, c'est la loi R20. C'est la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre de l'industrie de la construction. Cette loi-là fait en sorte qu'il y a des règles à appliquer dans l'industrie et ça, peu importe les secteurs dans lesquels vous allez travailler et qui dicte un peu comment fonctionne l'industrie. Alors, si vous voulez devenir travailleur, vous devez obtenir un certificat de compétence, une carte de compétence qui va vous permettre de rentrer sur les chantiers de construction. Et là, je parle vraiment des chantiers qui sont régis par la CCQ, la Commission de la construction du Québec. C'est cet organisme qui est public, financé majoritairement par l'industrie de la construction, qui va s'assurer du bon fonctionnement là, des différents de l'industrie. L'industrie de la construction est cyclique, saisonnière et marquée par la mobilité. En gros, ce que ça veut dire, elle est cyclique parce qu'elle dépend des investissements des gouvernements et des particuliers pour accroître son activité. Donc, les mises en chantier dépendent de l'argent qu'on va investir pour refaire des infrastructures, pour construire des bâtiments ou pour construire des nouvelles propriétés. Elle est saisonnière parce qu'on est dans un pays nordique, alors on est touché par les intempéries. Alors, elle va avoir une activité réduite à l'hiver, particulièrement en décembre et janvier, où on pourrait vivre des périodes de chômage. Et il va y avoir ensuite une forte activité au printemps, à l'automne, à l'été. C'est des moments où il y a une forte mise en chantier et il y aura beaucoup de travail à effectuer. Elle est marquée par la mobilité parce qu'un ou une travailleuse peut être appelé à se déplacer pour travailler dans différentes régions et il peut ou elle peut également changer d'entrepreneur, c'est-à-dire de travailler pour différents patrons. Alors, tout ça a fait en sorte que la loi R20 est venue bien encadrer là, les dispositions de cette industrie. La loi prévoit que l'industrie de la construction est divisée en 4 secteurs et avec la carte de compétences que vous obtiendrez à la fin de votre formation, vous pourrez aller travailler dans n'importe lequel de ces 4 secteurs-là. Le premier, c'est le résidentiel, la construction de maisons, de condos. Quand on parle de rénovation, par contre, ce n'est pas régi par l'industrie de la construction. Alors, c'est pas dans cette industrie-là que vous allez pouvoir aller travailler, mais c'est pas ça qui fait partie de la loi R20 et de l'industrie de la construction. Le deuxième secteur, c'est le commercial et l'institutionnel, alors construction et rénovation de commerces, de centres d'achat, d'hôpitaux, d'écoles, etc. Troisième secteur, l'industriel, alors construction d'usines, industrie, mais également rénovation. Et le secteur de génie civil et voirie, alors c'est le secteur où on va travailler en construction de ponts, autoroutes, viaducs, trottoirs. C'est le secteur de génie civil et voirie. Chacun des secteurs que je viens de vous présenter a un salaire qui lui est propre, qui est planifié, prévu en fonction de l'avancement dans votre carrière. Et ça me permet ici d'introduire le concept de apprenti et compagnon. Dans l'industrie de la construction, on a divisé l'évolution dans la carrière d'un travailleur ou d'une travailleuse en période d'apprentissage. Alors, un élève qui va sortir de notre école va devenir apprenti première année et ça, peu importe le métier qui a été choisi. Toutes les périodes d'apprentissage durent 2000 heures de travail. On peut penser que si vous travaillez toute l'année à 40 heures semaine, vous pourriez accomplir votre 2000 heures en un an et demi de travail. Une fois que votre 2000 heures est complétée, vous passez à la période d'apprentissage suivante et gagnez le salaire indiqué en fonction du secteur et du métier que vous avez choisi. À l'EMOAC, tous nos programmes ont des périodes d'apprentissage qui varient entre 2 périodes à 4 périodes d'apprentissage.
La majorité ont 3 périodes, mais il y a quelques exceptions qui se situent un peu dans les extrémités. Un apprenti sur les chantiers de construction va toujours travailler sous l'autorité d'un compagnon ou d'une compagnonne qui va superviser son travail et à qui il pourra se référer. L'apprenti continue ses apprentissages, continue d'acquérir de la vitesse, de l'efficacité sur les chantiers. À force d'en faire, c'est là qu'on devient bon. Alors, c'est comme ça qu'on va acquérir de la vitesse d'exécution. Le compagnon a atteint le maximum de l'échelle salariale et va même travailler seul sur un chantier ou superviser le travail des apprentis. Ça m'amène à vous parler de l'aspect salaire de l'industrie de la construction. On ne se le cachera pas, ce sont d'excellents salaires qui sont offerts aux travailleurs et travailleuses dans l'industrie de la construction. On commence, quand on sort de l'école, entre 18 et 20 $ de l'heure et les compagnons et compagnonnes vont avoir un salaire qui tourne autour de 41 à 42 $ de l'heure. Par contre, ici, la date est importante. Je vous dis ça, on est au printemps 2021. Si vous regardez ma vidéo plus tard dans le futur, c'est déjà plus élevé que ce que je viens de vous annoncer. On est en pleine négociation de convention collective, alors sachez que ça continue d'augmenter d'année en année suite aux négociations. À ça va s'ajouter bien sûr le fonds de pension. Je sais que c'est pour certains. Quand on est jeune, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous allez voir avec le temps, ça va devenir quelque chose de bien important. Alors, les fonds de pension négociés dans l'industrie là, sont excellents. Vous allez être bien servi par rapport à ça. Et on ajoute aussi les avantages sociaux des assurances qui couvrent les soins dentaires, les lunettes, assurance pour des soins non médicaux de type physiothérapie, massothérapie, etc. Une couverture d'assurance bien garnie pour les travailleurs et travailleuses de l'industrie de la construction. Le plus grand avantage de travailler dans l'industrie de la construction, c'est la fierté des réalisations. Quand vous choisissez ce secteur-là, vous choisissez de devenir un ou une bâtisseur. Vous allez laisser votre trace dans le temps. Vous allez contribuer à construire tout ce qui nous entoure. Puis on aura toujours besoin d'un toit pour se protéger des intempéries, particulièrement au Québec. Alors, on aura toujours besoin des travailleurs et travailleuses de l'industrie de la construction. Et je pense que la pandémie nous a vraiment bien illustré l'apport essentiel qu'ils sont à notre société. À la fin de la journée, vous allez le voir, le résultat de votre travail. C'est concret, on le voit. Alors, je pense que ça apporte beaucoup de valorisation aux travailleurs et travailleuses de la construction et il n'y a aucun salaire qui peut compétitionner avec ce sentiment-là. J'aimerais vous parler d'un dernier aspect de l'industrie de la construction qui m'a beaucoup aidé, moi, à comprendre ce milieu-là, puisque je ne suis pas une travailleuse de l'industrie. Quand j'ai compris que chaque corps de métier avait des tâches particulières qu'il pouvait exécuter sur les chantiers, je vous l'ai dit, l'industrie est réglementée. On ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut sur les chantiers. Chaque travailleur a des tâches précises à faire. Et quand on regarde les matériaux avec lesquels ils travaillent, ça va vous donner un aperçu de ce qu'ils vont faire ou elles vont faire sur les chantiers. Si je prends l'exemple des charpentiers menuisiers, eux, leur matière avec laquelle ils travaillent, c'est le bois. Et comme nos maisons sont faites en bois, bien, ils sont appelés à être présents à plusieurs étapes de la construction d'un bâtiment. Si je regarde les cimentiers applicateurs, eux vont travailler avec le béton. Alors, dès qu'il va y avoir du béton qui va être fini, qui va avoir une finition appliquée, alors c'est eux qui vont les installer. Alors, la dalle de béton, les escaliers, les trottoirs, le béton estampé, c'est leur champ de pratique. Les plâtriers vont travailler tout le plâtre, les revêtements d'acrylique, ils vont faire la finition des murs, les moulurages également. Donc, dès qu'on touche à ça, c'est eux qui arrivent sur un chantier. Alors, si vous avez envie d'explorer les métiers, je vous invite à regarder avec quelle matière vous avez envie de travailler. Ça va vous donner un aperçu du secteur à choisir, du métier à choisir. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de zone grise là, dans le secteur, mais si on y va en généralité, chaque corps de métier a vraiment un matériau avec lequel il travaille. Il est maintenant temps de parler des préalables scolaires. Alors, qu'est-ce que ça prend dans votre dossier pour rentrer dans nos programmes? De manière générale, le parcours régulier vous
terminez vos études secondaires, vous avez 16 ans et avec votre diplôme d'études secondaires, vous pouvez entrer dans l'ensemble des programmes à l'EMOAC. Par contre, pour des raisons personnelles ou académiques, il se peut que vous ayez 16 ans, mais que vous n'ayez pas atteint le diplôme d'études secondaires. Alors à ce moment-là, il est quand même possible de rentrer dans nos programmes, mais à ce moment, on va regarder les matières de base. Pour les programmes les plus longs, alors ceux qui ont 1 an et plus, on parle de charpenterie, électricité, ferblanterie, tôlerie et système de sécurité, on va vous demander d'avoir un secondaire 4 réussi en maths, français, anglais. Les niveaux mathématiques sont plus élevés dans ces 3 programmes-là. Les calculs que vous allez devoir faire, l'usage des lois mathématiques sont importants. C'est pour ça qu'on demande un niveau plus élevé. Pour les autres programmes qui durent moins d'1 an, à ce moment-là, on va vous demander d'avoir un secondaire 3 réussi en maths, français, anglais et bien sûr d'avoir 16 ans. Il est également possible d'entrer dans nos programmes si vous avez passé par le cheminement CFMS, alors vous avez fait un certificat de métier semi-spécialisé. Dans les programmes qui demandaient un secondaire 3, il y a une passerelle qui existe et qui vous permet d'entrer dans le programme. Si vous avez obtenu votre certificat de métier semi-spécialisé, à ce moment-là, on va regarder les matières de secondaire 2 en maths, français, anglais, réussi, toujours avoir 16 ans. Il est également possible de rentrer si vous avez eu un cheminement à l'éducation des adultes. Bien sûr, l'AENS vous ouvre la voie de l'ensemble des programmes à l'école. C'est une attestation d'études de niveau secondaire. Il est également possible d'entrer dans nos programmes avec un TDG, un test de développement général. Et à ça va s'ajouter des préalables spécifiques. Si je reprends les 4 programmes les plus longs à l'EMOAC, charpenterie, électricité, système de sécurité et ferblanterie, vous allez devoir ajouter le préalable de français, secondaire 2. Si vous le faites à l'éducation des adultes, c'est le code 21022. Mais si on regarde votre bulletin du secteur jeune, alors on va demander un secondaire 3. C'est le préalable spécifique associé au TDG. Et certains de ces programmes-là vont demander aussi des mathématiques de secondaire 4, si on regarde au secteur jeune. Et si on regarde à l'éducation des adultes, ça va être le code de cours 41031. Pour les autres programmes, on va demander le TDG avec le préalable spécifique de français. Alors, au secondaire 2, c'est le code 21022 si vous l'avez fait à l'éducation des adultes. Et si on regarde votre bulletin du secteur jeune, on parle d'un français secondaire 3. Enfin, si vous êtes un élève étranger, vous avez fait vos études en dehors du pays, vous êtes un étudiant canadien, vous avez fait vos études, mais en dehors du Québec, alors là, vous devez envoyer vos bulletins pour qu'on puisse les analyser. Et mon conseil, c'est de contacter une conseillère d'orientation pour faire l'analyse de votre dossier. On pourra évaluer certains équivalents entre le secteur québécois et le milieu d'où vous venez. Il y aura peut-être d'autres démarches à faire. C'est vraiment du cas par cas. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de nous contacter pour faire analyser votre dossier. La fameuse demande d'admission. En formation professionnelle, on a 2 dates importantes à respecter si vous voulez avoir une chance d'être sélectionné au premier tour d'admission. Alors, si vous souhaitez commencer votre formation à l'automne, vous devez vous inscrire à l'hiver précédent entre le 15 janvier et le 1er mars, date limite pour faire partie du premier tour. Et si les programmes qui vous intéressent sont contingentés, vous devez absolument respecter ces dates. Pour l'instant, électricité, charpenterie-menuiserie, c'est 2 programmes qui vont être fermés au 1er mars, puisqu'on aura suffisamment de demandes pour faire nos groupes et constituer une liste d'attente. Les autres programmes risquent d'être ouverts encore au-delà de cette date. Par contre, il faut savoir que lorsqu'on aura suffisamment reçu de demandes, on va également les fermer. Mais il est possible qu'ils restent ouverts jusqu'à la première journée d'école. Vous devez vraiment consulter nos offres d'admission qui sont sur le site internet admissionfp.com. C'est là qu'on dépose nos programmes à chaque session. La deuxième date importante, c'est le 1er novembre. 1er novembre pour les groupes qui vont rentrer à l'hiver à partir du mois de janvier.
Alors, on n'a pas tous nos programmes qui commencent à l'hiver. Certains sont offerts. On ouvre les groupes du 15 septembre au 1er novembre, date limite, mais encore une fois, il y a certains programmes qui pourraient rester un peu ouverts au-delà de cette date. C'est toutefois un risque que vous prenez si vous attendez le dépassement de cette date. Les programmes à l'hiver, on a charpenterie, menuiserie, électricité, mais d'autres fois peuvent s'ajouter des cours comme peinture, système de sécurité. On a déjà eu de la toiture. Il faut vraiment aller consulter le site Admission FP pour connaître ses offres de services. Vous avez 3 étapes à compléter pour que votre demande à l'EMOAC soit complète. La première étape, c'est remplir la demande d'admission en ligne sur le site Admission FP. Et là, préparez-vous, vous aurez besoin de votre code permanent. C'est un code de lettres et de chiffres qui se retrouve sur votre bulletin ou relevé de notes. Vous aurez également besoin d'une carte de crédit pour payer les frais d'inscription qui sont entre 6 et 10 $ si ma mémoire est bonne. Et vous aurez besoin d'une adresse courriel valide. Et c'est très important, cette adresse courriel, parce que c'est par là qu'on va vous répondre. Alors, donnez-nous une adresse courriel que vous allez consulter. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser celle d'un proche, mais soyez assurés qu'il reçoit vos messages. Deuxième étape pour compléter cette fameuse demande, c'est de remplir le questionnaire en ligne associé au programme que vous avez choisi. En charpenterie et électricité, ce questionnaire-là est important puisque c'est sur celui-ci que nous allons baser notre sélection et qu'on va choisir les candidats. On veut juste savoir si vous savez dans quoi vous vous embarquez. Réfléchissez le choix que vous êtes en train de faire, pourquoi vous le faites. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience de travail pertinente dans l'industrie de la construction. Vous venez chez nous pour ça, on va vous le montrer. Mais on veut savoir, vous êtes manuel, vous aimez ça le travail physique, c'est important pour vous que ça bouge. Vous pouvez illustrer ces exemples-là par le fait que vous travaillez à la plonge, que vous aimez construire des cabanes, vous avez réparé un patio. Parfait, pertinent, mais ça peut aussi être en dehors de ça, les sports que vous faites. On veut voir, est-ce que vous savez dans quoi vous embarquez, puis est-ce que vous le vivez un peu déjà, ce style de vie-là, actif et manuel. Troisième étape, c'est de nous envoyer vos papiers. Et là, ça, c'est toujours compliqué, on le sait, c'est pas nous qui décidons ça. Alors, vous devez nous envoyer votre certificat de naissance grand format, le bleu, là, délivré par l'État civil pour prouver que vous êtes québécois et que vous avez droit à la gratuité scolaire. On va également vous demander de nous envoyer vos relevés de notes et bulletins. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les préalables que je vous ai parlé tantôt. Est-ce que vous les avez? Alors, on peut faire notre demande quand on est en train de compléter nos préalables au secondaire ou à l'éducation des adultes. Aucun problème. Nous, on va juste émettre l'admission sous condition. Lorsque vous aurez complété votre année scolaire, renvoyez-nous vos relevés de notes et bulletins, puis on va transformer votre admission sous condition à admission régulière. Si vous êtes un étudiant étranger, il est possible que d'autres documents soient demandés. Je tiens à vous rassurer, c'est vrai qu'on dit qu'une demande d'admission complète va être priorisée, mais on ne va pas éliminer quelqu'un parce qu'il n'a pas fourni des papiers. Une fois que vous avez complété votre demande d'admission, l'étape numéro 1, puis vous avez payé, bien sûr. Une fois qu'on a ça, vous êtes dans notre système. On vous a vu, on va vous répondre, on va vous écrire et vous dire qu'est-ce qui nous manque dans votre dossier. On ne vous laissera pas aller comme ça. Si vous envoyez votre demande d'admission, c'est sûr qu'on va donner suite à celle-ci. Mais là, si vous ne retournez pas ce qu'on vous demande, il pourrait, après un certain temps, puis un certain nombre de communications non fructueuses, on pourrait mettre fin là, à votre demande. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations, si vous n'êtes pas certain, appelez-nous, écrivez-nous. Dans la demande admission FP, il y a un contact en bas. C'est la conseillère d'orientation en charge du programme que vous avez choisi. N'hésitez pas à retourner sur le site Admission FP si vous avez des questions pour voir c'est qui est en charge et entrer en contact avec cette personne-là. Ça va lui faire plaisir de vous répondre.
Je termine cette vidéo en vous disant que bien entendu, j'ai fait un survol. Il y a peut-être des détails à lesquels je n'ai pas répondu. N'hésitez pas à consulter les liens que j'ai placés sous cette vidéo ou encore à nous contacter directement par courriel, téléphone ou via l'un de nos médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe le moyen choisi, on sera heureux de vous répondre. D'ici là, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui va sortir. À bientôt!